Attention, Spirou et Fantasio se sont fait la belle. Ils ont quitté les cases où ils étaient claquemurés depuis plus de 50 ans pour se lancer dans la grande aventure de l'audiovisuel. 26 épisodes de 25 minutes à découvrir chaque dimanche à 16h30. La mort du roi, la mort de notre souverain alors qu'il était en vacances en Espagne et que l'on avait un peu oublié qu'il avait une santé fragile. Cette disparition aura marqué beaucoup de Belges et c'est un des grands événements sur lequel nous allons revenir dans cette émission. Merci d'être avec nous ce soir pour cette promenade à travers l'année 93. Une promenade qui sera bien sûr jonchée de nouvelles encourageantes et d'autres tristes, parfois dramatiques. Et à voir tous ces événements en vrac, concentrés en une heure, on aura peut-être la vaine tentation de se demander si le monde en 93 a mieux tourné que par le passé. Pour commencer, revenons sur le décès du roi Baudouin, ces funérailles qui ont réuni une bonne partie de tous les grands de ce monde, et puis bien sûr la succession assurée par Albert II. Nous allons revoir tout cela en images. Aujourd'hui, le pays est orphelin de son souverain. Le roi n'est plus, mais il nous laisse un souvenir vivace des hautes valeurs qu'il incarnait. Je crois que les petites gens étaient autant aimés et écoutés de lui que les grands personnages. Il était plus important que nous, mais il faisait quand même la même chose que nous, quoi. Le roi Baudouin était celui qui unissait toutes les forces de notre pays, et je crois que nous perdons quelqu'un d'extraordinaire. C'était un dimanche et il faisait gris. Aux premières heures de l'aube, les Belges apprennent la mort du roi Baudouin. Dès 7 heures et durant toute une semaine, des dizaines de milliers de Belges viennent rendre hommage au roi, mais surtout à l'homme. Il est impossible de dire combien de Belges sont ainsi venus s'incliner devant la dépouille du roi, et il est bien difficile d'expliquer les vraies raisons de cet engouement. Attention, attention, le temps d'attente à la fin de la file est de 8 heures. Je pense que toutes ces heures ne sont pas perdues en regard de ce que le roi a fait pour nous. Franchement, on peut bien faire ça. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, la foule est là, patiente. Et soudain, les gens applaudissent. La reine Fabiola est au balcon. C'est la première fois qu'elle apparaît depuis la mort du roi. Les plus grands de ce monde assistent aux funérailles. Il y a là, entre autres, l'empereur du Japon et l'impératrice. C'est la première fois qu'ils assistent à des funérailles en dehors de leur pays. La reine, elle, est vêtue de blanc, signe d'espoir. D'ailleurs, elle n'a pas voulu d'une cérémonie funèbre, elle a préféré une liturgie de gloire et d'espérance. Et c'est à pied que la famille royale et une partie de ses hôtes
se rendent à la cathédrale Saint-Michel. Et là, devant les empereurs et les rois, les chefs d'État et de gouvernement, le cardinal Danneels prononce son homélie. Il y a des rois qui sont plus que des rois. Ils sont les bergers de leur peuple. Ils ne font pas que régner, ils aiment, jusqu'à donner leur propre vie. Tel fut le roi Baudouin. Il aimait. La cérémonie sera suivie de témoignages civils, comme celui d'une prostituée ou encore celui de Nathan Klumek, grand spécialiste du sida. Pour tout cela, le roi avait de la tendresse, de la compassion, de l'attention. Adieu, faux décor, l'esprit cherche place dans le désaccord de ce qui fut nous. Adieu, faux décor, l'esprit cherche place. Et puis, c'est le dernier voyage vers la crypte de Laeken. Le roi Baudouin y repose désormais, entouré de tous ses aïeux. Au Parlement, on s'affaire autour du trône royal, trône sur lequel montera Albert et non Philippe, comme le voulait la rumeur. Albert, lui, vit ses toutes dernières heures de prince. Dans quelques minutes, il va prêter le serment constitutionnel. Il deviendra alors Albert II, le 6e roi des Belges. J'invite Sa Majesté le Roi à prêter le serment constitutionnel. Vive le roi! Vive le roi! L'incident est dû à Jean-Pierre Van Rossem. Il sera expulsé. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. C'est visiblement ému qu'Albert II a prononcé le serment. La presse s'en inquiète. Serait-il atteint de la maladie de Parkinson? La rumeur sera démentie par le palais quelques jours plus tard. Albert et Paula entament donc leur nouvelle vie de roi et reine des Belges. À chacune de leur apparition, ils bénéficient de la même ferveur que celle qui entourait Baudouin et Fabiola. L'expérience et l'âge du nouveau roi ont peut-être rassuré tous ceux qui craignaient que la mort de Baudouin n'entraîne la mort de la Belgique. La mort du roi a été l'occasion pour beaucoup de Wallons, de Bruxellois et de Flamands de se sentir belges et unis, alors que la Belgique s'est pourtant morcelée sur le plan politique. Depuis le 14 juillet dernier, nous ne vivons plus tout à fait dans le même pays qu'auparavant. La Belgique est devenue un État fédéral. Il aura fallu pour cela 10 mois de négociations, de tractations entre 7 partis, ceux de la majorité, plus les écologistes et la Volksunie. La majorité est acquise dans les deux communautés. En conséquence, c'est absolument scandaleux. Alors ou bien scandaleux, ou bien il était manifeste que le... Députés et sénateurs viennent de terminer un sacré marathon, celui de la Saint-Michel. En quelques mois, ils ont révisé 32 articles de la Constitution, ils ont voté les lois spéciales. Majorité, Écolo et Volksunie sont debout. Désormais, c'est écrit, la Belgique est un État fédéral, mais ça n'a pas été une mince affaire. À la Chambre, la majorité de Jean-Luc Dehaene ne tenait qu'à 2 voix. Il y a un absent qui a voté ici, ce n'est pas normal. Vérifions. Je sais que cette majorité est prête à faire beaucoup de choses. Je sais qu'elle est prête
Je sais qu'elle est disposée même, dans certains cas, à acheter des voies avec des kilomètres d'autoroute. Allez, encore un petit exemple d'incident. Dans le texte révisé, était écrit avec un E minuscule. La grammaire voudrait que ce soit un E majuscule. L'opposition s'empare de cette erreur. Dans la mesure où c'est manifestement un État qui se disloque, qui implose, qui disparaît. Il ne mérite vraiment plus la majuscule. Vous ne voulez pas m'écouter? Le moins que l'on puisse dire, c'est que le PRL et le FDF n'aiment pas tellement Saint-Michel. Les deux partis descendent dans la rue. Main dans la main, ils pétitionnent pour qu'une consultation populaire soit organisée sur les accords. En vain. Mais ce petit bout de chemin fait à deux leur donne envie d'aller plus loin. En septembre, PRL et FDF annoncent leur mariage. Désormais, ils formeront une fédération. C'est vraiment une union profonde, mais nous conservons certaines structures propres, certains accents politiques propres. Je viens de lire un tome dépliant sur la réforme de l'État. Et tu prends un pays qui a un peu le blues et tu lui apprends la valse à 3 temps. Un pays des communautés, des régions et en avant la musique. Le gouvernement fait de la pub, mais c'est pour expliquer aux citoyens que la Belgique fédérale, ce n'est pas la fin de la Belgique. D'ailleurs, si les 3 régions ont maintenant davantage d'autonomie, cela ne les empêche pas de se rencontrer, de se parler et de se concerter. La rencontre est qualifiée d'historique. Il y aura toujours des frictions, ça c'est clair, mais que par cette concertation, on est à même d'apporter des solutions. Mais on a beau faire, on a beau dire, la réforme de l'État désempare toute une série de Belges qui y voient l'antichambre du séparatisme. Plusieurs dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Je suis tout à fait unitariste. J'estime qu'on habite déjà un village et que si on commence à scinder tout, ça ressemble plus à rien, quoi. Mais pour bien mesurer l'ampleur de la réforme, il faudra sans doute attendre les prochaines élections législatives. Rendez-vous donc dans 2 ans, ou peut-être avant, pour vous parler encore du nouveau visage de la Belgique. Cette année 93 nous aura donné des espoirs. Elle nous aura permis parfois d'oser croire en l'homme. L'Afrique du Sud qui se démocratise, les accords sur l'autonomie pour les Palestiniens, un tout premier pas timide, mais un pas quand même vers une paix en Irlande du Nord, voilà qui est encourageant. À côté de cela, il y a les pays qui n'accouchent pas sans douleur, sans difficulté de la démocratie, la Russie par exemple. Il y a ceux où cette démocratie semble avoir été mise entre parenthèses pour on ne sait combien de temps, comme l'Algérie. Il y a aussi les démocraties qui se brisent pathétiquement, comme au Burundi. Et puis, il y a les pays où la démocratie, cela ne veut vraiment plus dire grand-chose, comme l'ex-Yougoslavie qui a continué à se déchirer malgré toutes les conférences de paix. Alors, comment faudrait-il raconter cette année à quelqu'un qui n'aurait assisté à aucun de ces événements? C'est l'exercice que je vous propose de voir maintenant. Mon cher Sergueï, cela fait plus d'1 an déjà que tu tournes autour de nous là-haut, dans ta station Mir. Un beau mot Mir, en russe, cela veut dire la paix. Tu as mal aux yeux, Sergueï. Pourtant, tes yeux n'ont pas vu ce qu'ont vu les nôtres, jour après jour, sur les petits écrans. Souvent l'horreur. Mais n'anticipons pas. Elle a tourné la Terre. Les hommes ont travaillé pour survivre, pour manger, pour éduquer leurs enfants. Depuis janvier dernier, nous sommes 100 millions de plus sur la planète. Est-ce une bonne nouvelle, à ton avis? Allô, Sergueï, tu m'entends? Quelques images de notre vie encore. Nous avons écouté la musique, nous avons fait les récoltes, nous nous sommes amusés parfois. Nous avons amusé nos enfants. Nous avons pensé à leur avenir. Toi, tu es sorti dans l'espace, tu n'as pas eu peur des espaces infinis et de leur silence éternel. Ici, l'espace se réduit et le silence aussi, tout va plus vite. Le monde est à notre porte, à la vitesse de la lumière. Et oui, Sergueï, c'est en direct que nous avons vécu les journées dramatiques de Moscou, début octobre. Nous avons appris qu'il existait aussi une Maison Blanche dans ton pays
et qu'elle abritait le Parlement de la Russie, une assemblée des temps anciens que Boris Yeltsin venait de supprimer d'une simple signature. Mais coup de force contre coup de force, les députés russes destituaient à leur tour Yeltsin et ses ministres. Pas de réconciliation possible, des Russes tirent sur des Russes, 150 morts dit-on, mais Boris Yeltsin a gagné. Les chefs rebelles, Routskoï et Kasboulatov, prennent le chemin de la prison. Ils y sont encore. Deux mois et demi plus tard, élections législatives et référendum constitutionnel. Là, Boris Yeltsin gagne et perd. Il gagne, car il a maintenant à sa disposition une constitution présidentielle qui lui donne d'énormes pouvoirs pour 2 ans. Mais il perd, dans la mesure où un électeur sur 4 a donné sa voix à Vladimir Zhirinovski et à son parti prétendument libéral-démocrate. Nous sommes secoués d'apprendre qu'un parti ouvertement raciste, xénophobe, ultranationaliste, anti-occidental est devenu le premier parti russe. Nous frémissons à l'idée que Zhirinovski puisse un jour être ton président. Mais nous avons vu la misère des Russes, la pénurie, la faim même dans les rues de vos villes. Nous imaginons la nostalgie d'un grand peuple humilié, d'un pays livré à toutes sortes de mafias, sous la bannière d'un nouveau dieu qui s'appelle l'argent. Nous avons vu, mon cher Sergueï, ton ancien pays éclaté en de multiples républiques où l'on se bat, où le sang coule, telle cette Géorgie où tu passais naguère tes vacances en famille, au bord de la mer Noire. La Géorgie aujourd'hui, un pays en ruine, à l'état zéro, un pays de froid et de faim, un pays au territoire réduit par plusieurs sécessions. Et l'ironie du destin a voulu que le président Shevardnadze, qui n'aime guère Boris Yeltsin, fasse appel aux soldats russes pour garder le pouvoir contre les partisans de l'ex-président communiste Gamzakhourdia. Je ne sais pas si tu connais le nom de Gaïdar Aliyev, le nouveau président de l'Azerbaïdjan. Pour le malheur de tous, cette république du Caucase comporte une forte minorité arménienne dans le Haut-Karabakh. L'Arménie revendique cette région, la guerre a fait rage toute l'année. Aujourd'hui, la victoire est du côté arménien. Mais il y a eu 18 000 morts et l'on compte 1 million de réfugiés azéris. Mais pour être franc, Sergueï, nos yeux d'occidentaux, en 1993, se sont surtout fixés sur la malheureuse Bosnie. C'était au mois de mai, le printemps, à Sarajevo, un carrefour de la ville. 2 corps sont restés étendus 6 jours, unis dans la mort. Lui s'appelait Boško. Il avait 25 ans. Il était serbe. Almira était musulmane. Ils s'aimaient. Ils voulaient partir pour la Serbie. Un tireur isolé a fauché leurs 2 vies. Je ne veux pas qu'ils pourrissent au milieu de nulle part, a dit le père de Boško. Et on a pu les enterrer côte à côte. Roméo et Juliette, version bosniaque, version 93. Bosnie, Sarajevo, pour reprendre un titre de Paul Éluard, capitale de la douleur. Bosnie, une carte impossible à redessiner. Un jeu de majorité-minorité dans lequel Serbes, Croates et musulmans épuisent leurs forces et affermissent leurs entêtements à Genève ou à Bruxelles. Pendant que sur place, on assassine. La mort en direct. Qui est ce soldat? Quelle est sa cible, cet homme en bras de chemise et sans armes? Peu importe, il va mourir, une nouvelle fois sous nos yeux, devant les caméras. L'horreur, mon cher Sergueï. Et à Genève, on trace de nouvelles cartes. Ils sont tous là, les Cyrus Vance, les Tudjman, Izetbegovic,
Milosevic, Karadzic, les Carrington et qui encore a redessiné une Bosnie perdue dans la guerre. Une guerre atroce à la cruauté sans limite. Exemple, au moment où l'on enterre une victime du conflit, l'hommage d'une gerbe se transforme en instrument d'une nouvelle violence. Les caméras sont là, l'Europe est absente. L'ONU, elle, est là. L'ONU qui, chaque mois ou presque, vote une nouvelle résolution sur la Bosnie. Des hommes d'élite, le français Morillon, le belge Bricmont, et 10 000 casques bleus partent au plus pressé. Une boîte de lait pour l'enfant assassiné demain, une couverture pour la femme violée, un bloc sanitaire pour tel village incendié, une aide dite humanitaire et qui ne règle rien. Cela soulève le cœur, mon cher Sergueï, mais il faut croire que nous avons le cœur bien accroché, puisque nous laissons faire. Pourtant, la violence n'est pas fatale en ces temps incertains. Le 1er janvier à minuit juste, Tchèques et Slovaques prennent des chemins différents, sereinement, démocratiquement, sans une goutte de sang versé. Merci, monsieur Václav Havel. Là, on s'est séparés dans la paix. Ailleurs, Sergueï, on se rapproche, malgré la guerre. À gauche, l'Israélien Yitzhak Rabin. À droite, le Palestinien Yasser Arafat. Le 13 septembre à midi, heure de Washington, l'impensable poignée de main a eu lieu. Mais ce n'est, on va le voir, que le début du commencement de l'esquisse d'une paix. Pour beaucoup de Palestiniens, l'option Gaza et Jéricho d'abord est un leurre. Et elle est une trahison pour les colons israéliens qui se croyaient pour toujours en territoire conquis. En Algérie, comme en Palestine, la force qui monte, c'est l'intégrisme religieux. C'est un intégrisme violent. Des intellectuels, des écrivains algériens ont payé de leur vie, mais aussi quelques dizaines d'Européens. L'Algérie est un pays que l'on fuit. L'Égypte, centre culturel du monde arabe, n'est pas épargnée. Attaque contre les touristes étrangers, attentat à la voiture piégée contre le ministre de l'Intérieur. Le ministre a la vie sauve, mais il y a 5 morts. C'était le 18 août. Quelques mois auparavant, le 26 février, le World Trade Center de New York, symbole arrogant du capitalisme occidental, était lui aussi secoué par l'explosion d'une camionnette piégée. La justice américaine a inculpé plusieurs ressortissants arabes liés à la mouvance intégriste islamiste. Tu le sais, Sergueï, la religion n'est pas étrangère au terrorisme qui ravage l'Irlande du Nord depuis 25 ans. Républicains contre loyalistes, attentats et contre-attentats ont fait 4000 morts en 25 ans. Mais le 15 décembre, Britanniques et Irlandais du Sud ont lancé un appel solennel à la négociation. Espoir donc de ce côté de l'Europe. Par contre, on n'imagine guère le gouvernement espagnol négocier avec l'ETA, le mouvement indépendantiste du Pays Basque. Et il y aura sans doute encore d'autres attentats dans les villes espagnoles. Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Dio della speranza. En visite en Sicile le 9 mai, Jean-Paul II condamne solennellement la mafia et il exhorte les catholiques à n'avoir aucun contact avec elle. Réponse de l'honorable société 15 jours plus tard, un attentat contre la Galerie des Offices à Florence fait 5 morts. 2 mois plus tard, à Rome et à Milan, des voitures piégées tueront encore 5 innocents. Pendant ce temps-là, à Rome, les dernières gesticulations d'une démocratie à bout de souffle, à bout de corruption. Une société pourrie que quelques hommes de bien, ici le juge Antonio Di Pietro, se sont engagés à nettoyer. Cela s'appelle Mani Pulite, l'opération main propre. Et les milliers de jeunes qui participent à ce concert anti-mafia savent aussi qu'ils chantent pour l'avènement d'une deuxième république italienne.
Alors qu'apporteront les élections du printemps prochain? Question prématurée, mais le scrutin à coup sûr accouchera d'une nouvelle Italie politique. Je suppose, Sergueï, que vu de là-haut, l'Afrique doit être un beau continent avec l'ocre de ses déserts, avec le vert de ses vallées et de ses forêts. Mais vu d'ici, Sergueï, à travers nos petits écrans, l'Afrique est surtout rouge du sang de ses blessés, de ses malades, de ses morts. Ici, nous sommes en Angola, où une guerre civile oubliée fait chaque jour 1 millier de morts. C'est un rapport officiel de l'ONU qui l'affirme et qui décrit en 3 mots le drame de l'Afrique noire: malnutrition, démographie galopante, sida. Il paraît que les Somaliens aujourd'hui ne souffrent plus de la famine. Merci l'ONU, merci aux Américains, merci aux Belges, merci aux autres casques bleus, même s'ils n'ont là-bas récolté que la haine des populations aidées. Dans 3 mois, au départ des forces de l'ONU, d'autres haines se réveilleront. Haïdite et d'autres seigneurs de la guerre rallumeront des conflits sanglants, provisoirement étouffés. Au Burundi, en quelques mois, on passe de l'euphorie à l'horreur. Des élections exemplaires portent au pouvoir un Hutu, Melchior Ndadaye, avec 65% des voix. Nous sommes le 1er juin. Fin octobre, le président est assassiné par une soldatesque enragée, bain de sang, tuerie interethnique. 750 000 réfugiés burundais vivent aujourd'hui dans les pays voisins. Et puis, Sergueï, le Zaïre, toujours cher au cœur des Belges. Rien à signaler, serait-on tenté de dire, le chaos continue. Un chaos qui a culminé avec les mutineries de janvier. Des soldats non payés, entraînant avec eux les miséreux de Kinshasa, mettent la capitale à sac. Une fois encore, l'armée belge intervient. Une fois de plus, les Européens prennent le bateau de l'exode. Et sur ce pays ruiné, où aucun déblocage politique ne se dessine, l'arrogante dictature de Mobutu subsiste depuis presque 30 ans, invaincue. L'apartheid, elle, est vaincue. L'Afrique du Sud, avec ses races et ses ethnies, est restée une terre de violence, 4000 morts en 93, mais un espoir s'y est levé. Une nouvelle constitution multiraciale, un prix Nobel partagé entre un noir et un blanc. Tu vois, Sergueï, l'Afrique noire n'est pas toujours aussi noire. J'aurais voulu te quitter sur une note optimiste. Eh bien, c'est possible, grâce à un tout récent rapport de l'ONU sur le progrès des nations. De cette avalanche de chiffres onusiens, j'en retiendrai 4. En 30 ans, la mortalité infantile s'est réduite de moitié. L'espérance de vie, elle, s'est accrue d'1 tiers. Malgré les apparences, la malnutrition a régressé de 30%, et dans le monde d'aujourd'hui, un couple sur 2 pratique une contraception valable. Très bientôt, mon cher Sergueï, un vaisseau Soyouz te ramènera parmi nous. Soyouz qui veut dire union dans ta langue. Mir, Soyouz, paix et union, sur Terre, ce ne sont que des vœux, de bons vœux pour 1994. À bientôt. Petite leçon pour futurs hommes politiques. Ne promettez plus des jours meilleurs, vous auriez l'air d'un irresponsable. Promettez plutôt des temps difficiles, vous donnerez de vous l'image d'un homme qui n'a pas peur de la franchise, et puis vous ne risquez pas de vous tromper. La crise et encore la crise, on n'a pas arrêté de vous en parler cette année. Vous êtes peut-être de ceux qui l'ont vécu de plein fouet, et dans ce cas, la consolation a probablement été mince de savoir que la Belgique n'est pas la seule à être frappée. La crise est partout en Europe et dans le monde, et les responsables politiques avouent en effet aujourd'hui qu'ils n'ont pas vraiment de solution. Bien sûr, on n'en est plus au temps de Germinal. Bien sûr, les conditions de travail ne sont plus les mêmes, mais entre l'époque de Germinal et aujourd'hui, il y a au moins un point commun, la crise.
le vendredi 26. Une grève est un désastre pour tout le monde. Avant une semaine, vous mourrez tous de faim. Les ateliers ferment les uns après les autres. Quand Solvay annonce la fermeture de son usine de Couillet, c'est le choc dans la région. Pas seulement parce que 270 personnes vont perdre leur emploi, mais aussi parce qu'un symbole disparaît. L'usine de Couillet était la première qu'Ernest Solvay avait créée, mais à l'époque, il ne devait pas faire face à l'importation de carbonate de soude des États-Unis et des pays de l'Est. Malgré tous les efforts qu'on avait faits, on pensait quand même que ça allait tenir le coup. Mais... Quand je suis rentré à Boël, tout le monde m'a dit « T'as une chance, ça c'est l'avenir, tu vas rester à Boël jusqu'à ta pension ». En une seule et même année, Boël annonce 2 plans de restructuration. En février, 590 postes sont supprimés, la direction remet ça en novembre, 1068 emplois passeront à la trappe d'ici 1995. Et négociation, si, je le dis bien, je le répète, si nous avons la possibilité de négocier le nombre de personnes concernées. Voici le Hainaut durement touché. Cela explique en partie pourquoi la province est reconnue par l'Europe comme zone en retard de développement. Le plus important employeur de la région de Virton, la cellulose des Ardennes, est déclaré en faillite. Pendant des mois, ouvriers, employés, cadres espèrent une reprise. Aucune offre définitive n'a encore été déposée. Et la longue liste des entreprises en difficulté ne cesse de s'allonger. Encore un exemple, parmi d'autres. Les ouvriers de Newtube-Meuse apprennent la liquidation de leur usine. Le carnet de commandes est désespérément vide. Si je m'adresse à vous à travers cette vidéo, par cassette, la direction de GB annonce à son personnel un plan de restructuration drastique. Un quart des emplois sera supprimé. Pourtant, GB n'est pas une entreprise en difficulté, mais elle dit devoir se restructurer pour faire face à la concurrence. Un accord est trouvé, seul le syndicat chrétien ne le signe pas. Des touristes à pied, le personnel en grève, l'aéroport de Bruxelles National connaît une belle pagaille cet été. En cause, ici aussi, un plan de restructuration, le énième à la Sabena. Il faut y faire 5,5 milliards d'économies, 2 par une diminution des salaires. D'où la colère de ceux qu'on appelle les Sabéniens, d'où les explications du président de la Sabena. Comme nos avions ne sont pleins qu'à moitié, chacun fait la même erreur parce qu'on est condamné à la fait. On a baissé le tarif et on n'a pas un passager de plus, mais on a la moitié de la recette en main. La grande sœur de notre Sabena, la compagnie Air France, souffre des mêmes maux et on veut lui appliquer les mêmes remèdes. 4000 emplois en moins, dit le plan Attali. Une grève dure, violente, mais ce projet en échec. Bernard Attali démissionne, mais Air France est toujours dans le rouge. Un jour de janvier, en France, un nouveau mot entre dans le vocabulaire de la crise sociale, délocalisation. Les travailleurs de Hoover à Dijon comprennent très vite sa signification. Il s'agit tout simplement de supprimer 600 emplois chez eux pour les transporter en Écosse, là où la main-d'œuvre est moins chère. Chez DAF Holland à Eindhoven, c'est encore plus clair, on ferme, tout simplement. Le secteur des poids lourds se ressent de la crise, moins de commandes, donc rationalisation, donc chômage. En même temps, le gouvernement néerlandais décrète le blocage des salaires. Crise de l'automobile, les ventes ont baissé de 20% dans toute l'Europe. Volkswagen, le géant allemand, n'échappe pas au sort commun. La semaine des 4 jours est instaurée, on travaillera moins mais on gagnera moins et 15 000 travailleurs perdront leur emploi. Dans les succursales du groupe allemand, comme à Bruxelles-Forêt, pas de semaine de 4 jours, mais des centaines de pertes d'emplois prévues pour 94. Mauvais signe pour tout le monde, l'Allemagne ne va pas bien. Le chancelier Kohl a le regret d'annoncer que la semaine des 35 heures, pourtant dûment négociée, est remise à plus tard. Mais c'est sur toute l'Europe que souffle le vent de l'austérité. Et c'est partout que l'on voit des cortèges de protestation. Dans toute l'Italie aussi, les syndicats manifestent contre le blocage des salaires. L'Italie, économiquement et politiquement, est bien malade.
Un test, en Espagne. Les élections vont-elles reconduire au pouvoir la majorité socialiste qui gouverne depuis 10 ans? Eh bien oui. Felipe González obtient un nouveau bail, une nouvelle majorité, mais il se gardera bien de toute promesse téméraire. En Espagne, où le chômage atteint 20% de la population, comme partout ailleurs en Europe, on ne parle que de restrictions salariales, d'austérité, de modération des revenus, bref, c'est le serrage de ceinture généralisé. Le gouvernement belge, comme tous les gouvernements, essaie de trouver des réponses à la crise. Mais le terrain est glissant, l'équipe de Hahn a failli tomber. Le feuilleton budgétaire commence en mars. Jean-Luc Dehaene remet la démission de son gouvernement. Les divergences entre PS et CVP sont trop grandes. Le roi nomme alors le Premier ministre médiateur. Avec cette casquette, Jean-Luc Dehaene résout le conflit. Fin du premier épisode. Mais on est loin d'être sorti de l'auberge. Le déficit de la sécurité sociale ne cesse d'augmenter. Le Premier ministre propose aux interlocuteurs sociaux de s'entendre sur un pacte social. Le bureau de la FGTB a estimé à l'unanimité que nous ne pouvions pas accepter les propositions qui avaient été remises hier par le Premier ministre. La FGTB a donc claqué la porte, le pacte social est enterré. Près de 50 000 travailleurs descendent dans les rues de Bruxelles. Ils ne veulent pas du plan d'austérité que le gouvernement va élaborer seul. Les travaux reprennent à Val-Duchesse, le feuilleton continue, mais les acteurs sont moins nombreux. Le gouvernement de Hahn tire son plan, tout seul, le plan global est né. L'équipe de Hahn espère bien le faire passer auprès des syndicats, et cela grâce à Jean-Maurice Dehousse. Est-ce que vous allez pouvoir le vendre à l'aile gauche du PS? Si je ne le pensais pas, je ne serais pas en train de faire la déclaration que je fais. Et à la FGTB aussi? Manifestement, je pense la même chose. Tout le monde connaît mes liens avec la FGTB. Nous ne rêvons plus et nous ne rêvons pas d'un nouveau pacte social. Grève nationale vendredi 26! Et la grève menée par la FGTB et la CSC rencontre un franc succès dans tout le pays. La pression syndicale monte. Jean-Luc Dehaene annonce alors qu'il relance la concertation sociale. Et le Premier ministre revoit les syndicats, puis les patrons, encore les syndicats, encore les patrons. Finalement, tout le monde se remet autour de la même table. Jean-Luc Dehaene semble bien avoir gagné son pari. Même si avant cela, la FGTB est une nouvelle fois descendue dans la rue. C'était le 10 décembre, le jour même du sommet européen. Jean-Luc Dehaene réunit les 12 sur le thème de l'emploi. Pendant 6 mois, de juin à décembre, la Belgique a tenu le gouvernail européen et a bien manœuvré pour faire du sommet du 10 décembre une réussite. Car les 12 ont approuvé le livre blanc proposé par la Commission pour lutter contre le chômage et relancer l'économie de ce qui s'appelle maintenant l'Union européenne. Le plan de l'or est ambitieux. Il prévoit la création de 15 millions d'emplois d'ici l'an 2000 dans la nouvelle Union. Pour cela, relancer la croissance, baisser les taux d'intérêt, modérer les salaires et aussi lancer un grand programme de travaux routiers et ferroviaires. L'Europe 93 avait commencé par une ouverture, celle du marché unique. Il n'a pas changé grand-chose à nos habitudes. Les douanes ont disparu, mais la circulation des personnes n'est pas encore tout à fait libérée. Et puis, l'Europe a connu un grave échec. Le 2 août, en effet, le système monétaire volait en éclats, les monnaies pouvaient flotter librement. C'était la réponse des 12 au mouvement spéculatif de juillet, mais Philippe Mestat restait optimiste. Si un jour nous pouvons avoir l'écu comme monnaie unique de la communauté européenne, il est clair que cette monnaie sera une des monnaies les plus fortes au monde, si pas la plus forte du monde, et que par conséquent, elle deviendra une monnaie de réserve internationale qui sera au moins l'égale du dollar américain ou du yen japonais. L'année européenne s'achevait plutôt bien. La date fétiche du 15 décembre pour la signature des accords du GATT était respectée. Les laurels et hardis de la négociation, l'américain Cantor et le britannique Britain, pouvaient, les yeux cernés par des dizaines d'heures de négociations, annoncer la bonne nouvelle. L'agriculture européenne était préservée, l'exception culturelle était mise de côté, Jurassic Park et Germinal faisaient donc match nul.
Il faudra sans doute encore attendre 20 ans ou plus pour savoir quels sont les génies qui sont nés en 93. De toute façon, ils ne parviendront pas à nous consoler des disparus, de tous ceux qui nous ont quittés après avoir parfois marqué très profondément dans leur discipline tout l'après-guerre. On pense à Fellini, à Burgess ou encore à Léo Ferré. À côté de ces disparitions qui ont fait la une de l'actualité, il y a aussi ce qu'on appelle les faits divers, dont on a coutume de dire qu'ils sont finalement très révélateurs de la société dans laquelle on vit. Comment s'est conclu le marché des hélicoptères Agusta? Pour répondre à cette question, le juge ancien demande la levée de l'immunité parlementaire de 3 figures de proue du Parti socialiste, tous 3 ministres, Guy Côme, Guy Svitals et Guy Matteau. J'espère que la vérité se fera de la manière la plus claire, la plus nette qui soit, parce que les insinuations sont désagréables. Je suis tout à fait à l'aise parce que je suis un homme honnête. Je suis disponible pour être entendu quand on le veut. Le procès à Mers devait être le procès de l'année, sinon de la décennie, mais dès le début, il s'enlise. À cause du manque de jurés, il est reporté en septembre et quand il reprend, il n'y a plus autant d'accusés dans le box. 2 des accusés se sont fait la belle. Philippe Lacroix et Bachri Bachrami se sont évadés avec le roi de la cavale, Murat Kaplan. Lacroix et Kaplan se font reprendre, Bachrami court toujours. Et dans le box des accusés, il manque aussi Patrick Amers, le grand blond, s'est suicidé. Faites 3 ans de haute sécurité avec rien d'autre qu'un poste de télévision et vous allez comprendre. Le petit James avait 2 ans, il faisait des courses avec sa maman, un moment de distraction et l'ouvre la partie avec 2 gamins de 10 ans. 2 gamins qui vont le rouer de coups, le tuer, puis le ligoter sur les rails d'un chemin de fer. Je veux dire simplement que pendant 2 jours, l'émotion de la France a été entièrement avec ces jeunes femmes qui étaient à l'intérieur, l'institutrice et le capitaine des pompiers. Dans un quartier chic de Neuilly, un homme prend en otage 21 petits élèves de maternelle et leur institutrice. 46 heures plus tard, les enfants sortent sains et saufs. Le preneur d'otage, lui, est abattu par la police. Lucas a 3 ans. En septembre, sa maman l'inscrit à l'école maternelle. Du coup, des parents menacent de retirer leurs enfants de l'école car Lucas est atteint du sida. C'est très important de ne pas voir en cet enfant un gros microbe, mais plutôt un enfant, un petit garçon, c'est tout. J'ai fait le test du sida, je suis séropositif. Cyril, les nuits fausses, je les porte en moi pour toujours. J'espère que tu seras toujours fier de moi. Et je suis sûre que là-haut, tu as déjà trouvé la pellicule et une caméra. L'Italie entière est en deuil. Elle n'a pas perdu un homme politique, mais un cinéaste, Federico Fellini, maître incontesté du 7e art. Fellini s'en va à l'âge de 73 ans. Les clowns sont des hommes tristes, paraît-il. Achille Zavata était de ceux-là. Il se suicide. Si vous n'êtes pas... L'ancien Premier ministre français Pierre Bérégovoy se tire une balle dans la tête. C'était le 1er mai. Il n'a pas supporté les accusations portées sur son honnêteté. Philippe Moureau l'avait annoncé le 1er mai, il quitte le gouvernement. Son départ entraîne une cascade de changements à la communauté française. Elio Di Rupo hérite de l'audiovisuel. Autre départ annoncé depuis longtemps, celui de Miko Fessirs. Une femme s'en va, une autre prend la tête de la communauté française. Laurette Onkelings devient ministre-présidente. Il faut temporairement considérer comme insalubres les habitations qui se trouvent en contrebas de la décharge de Mellerie. Laurette Onkelings ne peut que conseiller à des familles de déménager, tandis qu'à Anvers s'ouvre le procès de l'exploitant de la décharge de Mellerie. Comme presque tous les ans, un pétrolier s'échoue, libérant des dizaines de milliers de tonnes de brut. Cette année, ce sont les îles Shetland, au nord de l'Écosse, qui sont touchées. Un violent séisme secoue le centre-ouest de l'Inde.
2 villes et une trentaine de villages sont entièrement rasés. On parle de 20 000 morts, au moins. On n'avait pas vu ça depuis 1926. Fin décembre, la Wallonie et une bonne partie de la Flandre sont les pieds dans l'eau. Seule maigre consolation par rapport à 1926, la Belgique est mieux armée pour faire face à ce genre de calamité. Mais cela n'empêche pas de grande détresse. Une catastrophe, pour moi c'est une catastrophe, j'ai tout perdu. Et voici ce que cela donne quand l'un des plus grands fleuves du monde, le Mississippi, sort de son lit. La région de Los Angeles est la proie des flammes. 80 000 hectares partis en fumée, 1 millier de maisons endommagées. Un metteur en scène britannique, Duncan Gibbons, meurt en voulant sauver son chat. Le cinéma perd une de ses grandes dames, Audrey Hepburn. Elle était aussi ambassadrice pour l'UNICEF. Eddie Constantine tire sa révérence. Bye bye, les Mikochen. Fort Chabrol à Waco, au Texas, le FBI donne l'assaut contre la secte des Davidiens, retranchés dans un ranch. Mais le bras de fer entre le FBI et leur gourou, David Koresh, durera 6 semaines pour se terminer par un gigantesque brasier. 86 personnes périssent, dont 17 enfants. Il était le roi de la cocaïne, le patron du cartel de Medellín. Pablo Escobar tombe sous les balles de la police. Écrivain de la démesure, auteur entre autres de Range mécanique, Anthony Burgess meurt des suites d'un cancer. Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur, les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes font bonne conscience. Et avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire. Et c'est très bien. Le bourgmestre de Bruxelles, Hervé Brouon, meurt. Michel Desmarais lui succède. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et Bruxelles, comme Anvers et Mons, a l'honneur de la visite de l'empereur et de l'impératrice du Japon. L'occasion pour le tout nouveau bourgmestre de la capitale de s'essayer au japonais. Excusez-moi, je recommence. Yokoso, Irachai, Mashita. Soyez les bienvenus. Masako épouse le fils du ciel, autrement dit, le prince héritier du Japon. Pourtant, elle est roturière et bardée de diplômes. Désormais, elle devra vivre dans l'ombre de l'héritier. Dans la même année, 2 grands danseurs quittent la scène, Rudolf Nureyev et Paolo Bartoluzzi. Pour beaucoup de Belges, il faudra paradoxalement attendre l'année prochaine pour que le principal événement de l'année 93 se réalise, la qualification des Diables Rouges à la Coupe du Monde de football. On est déjà en transe. Mais ces 12 derniers mois, il n'y a pas qu'en football que les Belges se sont bien défendus. Le tennis de table ou le motocross nous ont également plutôt réussi. Mais ne soyons pas trop chauvins, d'autres que nous ont quand même marqué l'année sportive 93. Résumé. Les plus de 1993, les propriétaires de votre admiration, les locataires de votre mémoire.
Linford Christie le plus rapide, sans discussion apparente. Beaucoup de palabres par contre concernant la suprématie des Chinoises, le bénéfice d'une génération nouvelle ou le bénéfice du doute, à confirmer. Confirmation insolente pour Miguel Indurain, en 3e Tour de France en attendant les autres éditions et d'autres adversaires. Alain Prost n'attend plus rien, 4 fois champion du monde, il se retire. 51 victoires, ça fait beaucoup de prix, mais peut-être pas celui du public, le professeur, calculé sans doute trop. La Coupe Davis pour l'Allemagne, Michael Stich a enfin son public, il ne reste plus maintenant au tennis qu'à reconquérir le sien, nostalgique de champion d'une autre dimension. Les disparus de 93, Bobby Moore, capitaine de l'Angleterre, championne du monde en 66, et Arthur Ashe, symbole de la lutte contre le sida. Chez nous, disparition de Johan Battens, notre monsieur volleyball. 93, les blessures du sport. Günther Parch, un fanatique de Steffi Graf, poignarde Monica Seles. Il est aujourd'hui en liberté. Seles, toujours traumatisé. Et Graf, numéro 1. Les coups de poignard sont différents, les blessures aussi. La victime, le sport, le football en général et Marseille en particulier. L'affaire OM Valenciennes, le feuilleton de l'été, une série Z archi nulle, à pleurer, un titre européen déjà oublié. C'est d'ailleurs l'unique issue de toute cette histoire, c'est que tout finit injustement par s'oublier. Il faudra par contre beaucoup de temps au basket pour oublier son plus grand champion. Michael Jordan arrête la compétition. 93 lui a rapporté plus d'1 milliard de francs belges. Sa retraite ne sera donc pas dorée, mais plutôt comme sa carrière, brillante. Thierry Boutsen, c'est fini aussi. 10 ans de tour de piste au sommet. Pour notre pays, il n'y a pour l'instant plus rien à voir ni à entendre. La Formule 1 belge ne répond plus. En 93, ils ont frappé très fort. Ce Sèvres, c'est un seigneur. Et il sera bientôt sans doute le numéro 1 mondial. La pelouse de Wembley, il faut savoir en profiter. L'Antwerp en finale d'une Coupe d'Europe, battu par Parme et par Georges Grune. On n'a donc pas tout perdu. Mais le grand moment footballistique de l'année restera sans aucun doute notre qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Il aura fallu pour cela attendre la toute dernière seconde. Mais si tous ceux-ci ont frappé très fort, il ne faut pas oublier qu'en 93, si certains sont devenus rois, d'autres sont devenus tout simplement champions du monde. Vincent Rousseau dans le semi-marathon, mais aussi 2 records nationaux, le 5000 et le 10 000. Gela Van de Cave, 4 ans après Ingrid Bergmans dans la catégorie des moins de 61 kilos. Jackie Marten, 500 cm3, la tradition du motocross belge continue. Celle du cyclisme aussi, Étienne de Wilde dans la course au point. « 93, année insolite, celle de l'irrévérence. Graham Aubry, sur quelque chose qui ressemble curieusement à un vélo, taille en pièces un monument classé, le record de l'heure. Boardman, aux antipodes de l'amateurisme d'Aubry, continue le travail sur une machine d'usine. Il brise une autre image, celle de nos bons vieux, trop vieux vélos d'une autre époque. Rien ne va plus non plus au Japon, qui perd son histoire. Le meilleur Sumotori n'est pas japonais, il n'y a plus aucun respect des ancêtres. Sauf pour leur terre, exemple la Palestine, territoire occupé maintenant par le sport. Platini et ses copains jouent l'ouverture, symbolique. The winner is Sydney, Australia. Les Jeux de l'an 2000, ce sera donc Sydney, désignation historique d'un événement qui fera date dans 6 ans. D'ici là, 1993 sera oublié, quelques souvenirs par-ci, par-là. La vie continue et on ne se refait pas. Faites le test. Que s'est-il passé en sport il y a 6 ans, en 1987? Bon travail. Dernière étape de cette promenade à travers l'année 93, la culture. La Belgique a été à l'honneur puisqu'Anvers était cette année la capitale culturelle de l'Europe.
Il y a aussi eu la grande exposition Simon ou encore toutes les manifestations dans le cadre d'Europalia. Et pour commencer, un peu de nombrilisme, les 40 ans de la télé. Après le générique, notre première speakerine, André Rollin, qui ne fut d'ailleurs que speakerine d'un jour, on ne la reverra plus. Quoi de neuf en 93? Du neuf, pas tellement, plutôt de l'ancien. Anniversaire quand il nous tient. De l'ancien et de l'antique. Ah oui, Europalia Mexique, partout en Belgique. Très très bien. Tradition, tradition, les Oscars, édition 93. Dan Konings, director. Dance nominé, très bien, sur le thème des luttes sociales. Certains jugent même le film flamand supérieur à Germinal. 1993, le GATT et l'exception culturelle. Une exception qui fait couler beaucoup d'encre, de salive et de larmes. Moi, quand j'ai voté pour l'Europe, quand j'ai voté pour Maastricht, c'est parce que j'étais convaincue que tous, vous alliez défendre ça, ce que nous représentons tous dans notre identité. C'est pour ça que j'ai voté pour vous. Et je compte sur vous pour l'exception culturelle. Vous avez dit ancien, antique, je dirais même préhistorique. Moi, j'ai toujours eu horreur de ces grosses bêtes. Rassurez-vous, elles sont déjà loin. J'ai la mémoire qui chante, quand dans Beyrouth je me revois. Encore de l'ancien, Adamo a 50 ans. Franchement, il ne les fait pas. J'ai des personnes et j'ai des rois. J'ai la mémoire qui danse sur les collines de Rabia. 4 mois durant, Liège se revit et se revoit à travers son fils le plus illustre, Georges Simenon. Et dans le fils de son fils, le commissaire Maigret. Maigret serait-il liégeois? Maigret n'est pas un homme intelligent, c'est un homme qui est uniquement intuitif. Ce n'est pas l'homme qui a le regard bien aigu, qui voit immédiatement le petit détail, etc. Je dirais même que dans les tout premiers Maigret, il avait presque l'air bovin. C'était le type énorme, un peu pachyderme, qui se promenait, qui reniflait, qui tâtonnait. Silence, s'il vous plaît. Johnny a 50 ans, lui aussi. Anvers, capitale culturelle de l'Europe, pendant 1 an. Un gros succès, 10 millions de visiteurs. Ça fait du bien d'être optimiste. Boum, quand notre cœur fait boum. La RTBF fête ses 40 ans, mais elle est atteinte de plusieurs démons de midi. Ça va mal. Mais non, elle manque seulement d'argent. Mais non, il y a seulement trop de monde dans cette maison. C'est en tout cas ce que l'on dit. Et du coup, on lui donne 5 ans pour se séparer d'un quart de son personnel. Réalité 93, horizon 97. Voilà. Ah, mais il dit rien, je crois qu'il disait un petit mot. Il m'a dit qu'il allait le faire. Merci de votre attention. Et je devrais plutôt dire ce soir de vos attentions. Car vous êtes très, très, très nombreux à me faire part de votre sympathie. J'aurais plus le plaisir d'essayer de vous faire vivre l'actualité au quotidien. Ainsi l'a voulu, vous le savez, le fameux plan Horizon 97. Au revoir René, on t'aimait bien, tu sais. Mais comme le chantait Dutronc à Namur le 27 septembre... C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens. Et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou. Fin de parcours pour cette année 93 avec tous ceux qui ont réalisé cette émission. Isabelle Heusen, Pierre Mathias, Eric Bruins, Chergui Karoubi et Bernard Alu. Je vous souhaite une excellente année 94. Merci d'être restés avec nous. À bientôt.
l'histoire d'un pays où l'on crée, où l'on gagne, où l'on cherche. C'est aussi un pays où l'on aime les jeux de la loterie nationale. Parfois on gagne, et on est heureux. Parfois on ne gagne pas, et on n'est pas malheureux.